On vient de le comprendre, durant son enfance, le réalisateur de ce documentaire, Nicolas Bourgoin, a donc été victime de violences sexuelles et avec d'autres hommes, il a décidé enfin ici de parler. Des témoignages intimes, bruts, forts, qui nous amènent à nous interroger maintenant avec nos invités sur ce plateau de Débat Doc à propos de l'état de la lutte aujourd'hui dans notre pays contre la pédocriminalité. Véronique Béchu est tout d'abord avec nous, bienvenue à vous. Vous êtes ancienne commandante de police, ancienne chef notamment du pôle stratégique de l'Office mineur, l'OFMIN, dont il sera souvent question dans cette émission, et aujourd'hui directrice de l'Observatoire des violences numériques faites aux mineurs pour l'association e-Enfance. Vous êtes l'auteur de Derrière l'écran, combattre l'explosion de la pédocriminalité en ligne, publié chez Stock, la pédocriminalité en ligne, phénomène qui prend de l'ampleur et d'où nous parlerons bien entendu à l'occasion de cet échange. Florence Thibault est également avec nous, bienvenue à vous. Vous êtes professeure de psychiatrie, spécialiste de la pédophilie et auteur de ce livre, Les abus sexuels, des clés indispensables pour comprendre, aider et prévenir. C'est un ouvrage disponible chez Odile Jacob. Et puis enfin, Rodolphe Constantino est également avec nous. Bienvenue, vous êtes avocat pénaliste, spécialiste des mineurs victimes. Quelques chiffres peut-être après ce documentaire. Des chiffres tirés de la CIVIS, qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Une commission indépendante créée en janvier 2021. 160 000 enfants aujourd'hui sont victimes d'agressions sexuelles. Chaque année, une personne sur 10 est victime de violences sexuelles dans son enfance. Ce sont des chiffres assez effroyables par certains côtés. 81% des cas de pédophilie sont incestueux et dans 97% des cas, l'agresseur est un homme et les victimes sont très majoritairement des femmes. Et puis ces quelques chiffres encore, 81% des agresseurs sont au sein de la famille. Ce sont ces crimes incestueux, justement, et c'est par là que nous allons commencer. C'est un sujet dans le sujet, l'inceste. Tabou s'il en est encore aujourd'hui en France. C'est l'inceste qui constitue la majorité des cas de violence sur mineurs aujourd'hui en France. Alors je dirais au-delà de l'inceste, je dirais que c'est 90% des cas, c'est dans le cercle de confiance de l'enfant, c'est-à-dire majoritairement et effectivement des auteurs issus de la famille, mais il y a aussi les amis proches et les personnes ayant autorité sur les enfants, donc dans le cercle institutionnel, c'est-à-dire l'éducation nationale, le monde du sport, le monde de la culture. Le monde religieux aussi. Exactement. Donc c'est vraiment des personnes qui ont un accès facilité aux enfants. Donc les agresseurs, ce sont d'abord des frères, des pères, des beaux-pères, des oncles, des cousins. Et c'est un vrai sujet parce que le cousin n'est pas inclus dans la loi comme étant un auteur d'inceste, alors que selon le dernier sondage IFOP, c'est la 3e personne auteur de violences sexuelles dans le lien de parenté. Donc c'est un vrai sujet, les victimes de cousins ou de cousines. Donc, mais c'est principalement dans le cercle de confiance de l'enfant, effectivement. Ce sont des hommes ici qui parlent. Il semblerait que ce soit beaucoup plus rare que cette parole se libère chez les hommes que chez les femmes, qui sont les principales agressées. Dans ce film, oui. En pratique, l'enquête récente qui a été faite dans le travail qu'on avait fait avec la CIAZ, la commission sur les abus sexuels dans l'Église, donc il y a eu parallèlement une enquête en population générale qui rapporte que 20% des femmes et 9% des hommes ont été victimes d'agressions sexuelles. Donc il y a un peu moins, en tout cas, de déclarations des hommes. Et les hommes déclarent moins, probablement parce qu'ils ont le sentiment que c'est un peu plus compliqué parce que les agresseurs sont des hommes et que donc il y a une connotation homosexuelle dont ils n'ont pas forcément envie de parler. Et puis il y a un aspect qui a été abordé dans le film, c'est qu'on imagine bien qu'une femme puisse être victime passivement d'un acte sexuel contre sa volonté. On l'imagine moins bien pour un garçon. Et les victimes en parlent très bien en disant « j'ai pu avoir une érection totalement physiologique, mécanique à ce moment-là ». Et donc sont extrêmement culpabilisés en se disant « mais finalement, comme j'ai peut-être éprouvé du plaisir, je ne peux pas en parler ». Donc il y a plusieurs dimensions qui viennent se conjuguer et qui font que c'est encore plus tabou chez les garçons. Et puis on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi moins puni quand il s'agit de garçons.
La prise de parole, le témoignage, c'est l'élément évidemment essentiel. Crucial. Est-ce qu'on avance un tant soit peu dans ce domaine pour la prise en compte? On va vous demander évidemment la même chose tout à l'heure, mais dans la prise en compte de la parole de l'enfant, c'est de là d'où vient ce silence en réalité qu'on observe aujourd'hui dans notre société face à ce phénomène. Alors les langues se délient un peu. Il y a une facilitation d'accès dans les commissariats, il y a une facilitation d'accès dans les différentes institutions, c'est-à-dire que à l'éducation nationale, la parole est plus entendue, dans les clubs sportifs, elle est plus entendue. Il y a eu beaucoup d'enquêtes dans le monde entier sur les victimes d'abus sexuels par les prêtres catholiques, mais aussi par les protestants, mais aussi dans les institutions juives. Et donc la parole est plus recueillie et les victimes sont plus prises en compte, mais depuis peu, depuis les années 70. Les premières fois où les victimes ont été considérées comme des victimes au sens judiciaire du terme, ça remonte aux années 70. Avant, quand on lit Maupassant, la victime, c'était la double peine. Non seulement elle avait été victime, mais en plus elle était mise au banc de la société. Lorsqu'on prend la parole, notamment en cas d'inceste, c'est de la famille qu'on risque de s'exclure, tout simplement. Oui, ça peut être la double peine, c'est-à-dire qu'on est placé et ses parents sont son père, le plus souvent, est puni. Donc c'est la double peine pour un enfant. Cette fameuse prise en compte de la parole de l'enfant, c'est un thème cher à la commission dont j'ai parlé tout à l'heure, la Civis. Quel est le problème pour la bonne prise en compte de la parole des enfants et donc des victimes? Je dirais qu'il y a deux questions. Il y a un problème de positionnement d'abord. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on veut bien entendre de ces affaires, de prise en compte d'une certaine réalité. De ce point de vue, on a quand même pas mal avancé. Je pense que les règles aussi de prescription, c'est-à-dire qui amènent en fait aujourd'hui des victimes qui sont des victimes adultes à dénoncer des faits qui ont été commis lorsqu'elles étaient enfants, sont venues aussi abonder dans le sens de ce que pouvait être la réalité de certains enfants victimes. Ça, c'est un fait. Et puis, il y a tout un problème de formation sur le recueil de la parole de l'enfant qui reste de toute façon très problématique. Et puisqu'on parle de ça, et puisque vous évoquiez tout à l'heure le fait que les victimes qu'on voit dans ce reportage soient des hommes, ce qui est très important, et c'est très important de leur donner la parole, parce que c'est toujours... voilà, ils sont 4 fois moins victimes que les femmes. Mais il y a certainement un chiffre noir qui est plus important sur les hommes que sur les femmes, c'est certain. Mais pour autant, dans les procédures, ils sont davantage crus quand ils viennent déposer une fois adultes. C'est important de le dire, et c'est important qu'ils l'entendent aussi, parce qu'il y a encore beaucoup de silence de leur part. Donc, je dirais que le recueil de la parole de l'enfant, oui, il reste encore extrêmement problématique. Il y a quelques points de repère législatifs. 2016, le mot inceste fait son entrée dans le code pénal. C'est la loi Billon également en 2021 pour établir un âge de présomption de non-consentement pour tout mineur de 15 ans. Et puis vous l'avez dit, le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs a été fixé à 30 ans à compter de la majorité de la victime. Ça, c'est la loi Chapia de 2018. Ça a sans doute, vous venez de nous le dire, aussi contribué à la libération de cette parole. Que peut-on dire? On a parlé des victimes. Que peut-on dire du profil des agresseurs? Hors pédocriminalité en ligne, on en parlera tout à l'heure. Alors les agresseurs, il n'y a pas vraiment de profil. Et il y a de moins en moins d'âge, d'ailleurs, de profil d'âge, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de mineurs auteurs de violences sexuelles sur d'autres mineurs. Vous l'avez dit, majoritairement des hommes. Par contre, je pense qu'on sous-estime clairement la part de femmes auteurs de violences sexuelles sur des enfants. Pour en avoir eu à de nombreuses reprises dans mon parcours professionnel, j'abonde dans le fait que quand c'est une femme qui est auteure de violences sexuelles, la prise en compte des faits par la justice n'est absolument pas la même. On a une grosse tendance, je pense, à minimiser l'acte en lui-même, en faisant passer ça pour un problème de soins, un problème de volonté de faire du bien à l'enfant, etc., alors que c'est vraiment, il y a une intention criminelle derrière.
Des dernières études, il y en a une qui va sortir bientôt, elle nous a été présentée en Australie dernièrement, ça montre la sous-estimation du nombre de femmes auteurs de violences sexuelles. Donc effectivement, on a l'habitude de dire 97% sont des hommes, mais je pense que d'ici quelques temps, on va devoir baisser le nombre le pourcentage de ces auteurs masculins et laisser un peu, et même beaucoup plus de place aux auteurs féminines, parce que c'est le cas. Sur ce profil des agresseurs, qu'est-ce qui ressort pour l'essentiel? Est-ce qu'il y a un suivi aussi psychologique du côté des agresseurs, après qu'on ait constaté effectivement qu'ils ont bel et bien été coupables d'agressions et de violences sexuelles sur mineurs? Alors heureusement oui, on en discutait tout à l'heure, la justice a, je dirais peut-être un peu malheureusement, tendance maintenant à augmenter la durée des suivis socio-judiciaires avec les injonctions de soins aux dépens des peines de prison, qui sont, pour mon point de vue en tout cas, importants dans la mesure où ça permet d'insister sur la gravité des faits et d'aider l'agresseur à prendre conscience de la gravité des faits, ce qui ne prend pas forcément en compte quand il est simplement simplement astreint à un suivi socio-judiciaire et à une injonction de soins. Et donc dans le cadre de l'injonction de soins, ça dépend bien évidemment du profil d'agresseur. Et donc, il y a, si on s'en tient aux agresseurs sexuels d'enfants, il y a à peu près 40% qui sont des personnes qui ont des fantasmes pédophiles, voire qui sont des pédophiles exclusifs, c'est-à-dire qui n'ont pas d'autres formes de sexualité, et puis 60% qui sont des agresseurs sexuels d'enfants occasionnels. C'est-à-dire qu'ils avaient bu, ils avaient pris des toxiques, ils voulaient se venger d'avoir été abusés petits, ils assument mal leur homosexualité, ils sont mal à l'aise avec des partenaires adultes. Et donc, en fonction du profil des agresseurs sexuels d'enfants, on va mettre en place des thérapies effectivement complètement différentes et on va réserver des traitements plus lourds, on va dire, à ceux qui sont pédophiles et pédophiles exclusifs, c'est-à-dire à peu près 10% des agresseurs sexuels d'enfants. Mais j'en reviens aux victimes et la prise en charge de ces victimes, parce que les dégâts provoqués sont considérables. Donc dépression, risque suicidaire, troubles alimentaires, conduite addictive. Ce sont des victimes qui ont souvent du mal ensuite à construire une vie professionnelle, une vie de famille. Et être plus enclin à se refaire agresser sexuellement. Et on l'explique comment? Besoin de se faire du mal, besoin de se souiller, besoin de comprendre ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent se conjuguer. Je reviens à nouveau sur cette problématique très spécifique de votre reportage, c'est-à-dire les hommes, pour rebondir sur ce que dit Madame. Le rapport de l'INED, par exemple, de 2025, met en avant le fait que, par exemple, chez les hommes qui ont été victimes, ils sont ensuite davantage victimes encore que les femmes, par le fait que ce que ça produit aussi chez eux, c'est beaucoup de difficultés relationnelles, beaucoup de problématiques existentielles en termes de masculinité, de sexualité, etc., etc. Donc c'est un point qui est très important. Et puis, vous avez raison de le dire, et on le dira jamais souvent, l'abus sexuel, et ce reportage le démontre de manière absolument éloquente, c'est un poison qui se distille une vie durant, et qui se fait entendre ici ou là et se réveille quand on le croyait devenu inerte au bout d'un certain nombre d'années. C'est-à-dire dans cette matière, puisqu'on évoquait la prescription tout à l'heure, de ces faits-là, le temps n'efface rien et un rien efface le temps. C'est-à-dire que une odeur, un mot, une rencontre, un regard croisé, tout ça vient réveiller chez les victimes des choses qui sont absolument extraordinairement douloureuses. Je voudrais que vous commentiez ces chiffres qui vont apparaître concernant le suivi judiciaire des actes pédocriminels. 3% des viols et des agressions sexuelles commis chaque année sur des enfants font l'objet d'une condamnation. 3%. 3%. Il y a 19% de cas de plaintes déposées. Et 3%, donc c'est le chiffre qu'il faut retenir dans ce panneau. Et puis 1% seulement pour les cas incestueux. Là, on se dit qu'il y a une impunité totale pour les agresseurs au regard de ces chiffres. Très peu d'affaires jugées au final, très peu de plaintes. Alors est-ce que c'est la conséquence de tout ce qu'on vient de se dire avant? Cette difficulté de prendre la parole, ce silence ambiant qui règne autour de ces affaires, qui explique de tels chiffres?
Alors, il nous faudrait bien plus qu'un débat doc pour aller au fond de cette mais question. On va devoir le faire dans les temps impartis. Mais en même temps, parce qu'il y a énormément de choses qui sont à prendre en considération, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, ça a toujours été très difficile de se faire entendre. Mais aujourd'hui, qu'on est au moins dans l'acceptation de l'idée que ça puisse exister, parce que ça, c'est le pas en avant qu'on a fait ces dernières dizaines d'années. Il y a un autre problème qui est à l'œuvre, qui est un problème de moyens. Je suis désolé de dire les choses comme ça, parce que c'est effrayant. Mais le mouvement MeToo, la libération de la parole, etc., a été un véritable janvier 2021. A été un véritable tsunami pour l'institution judiciaire, mais pas seulement, pour toute la chaîne pénale. Et que si aujourd'hui, et je crois que c'est très important de dire ça, et je pense que Véronique Béchu ne dira pas le contraire, aujourd'hui, si l'institution veut se sauver de la noyade, elle n'a pas d'autre moyen elle-même que de faire passer par-dessus bord un certain nombre de victimes. Alors, Véronique Béchu. Alors, les chiffres de plaintes pour des faits de violences sexuelles sur des mineurs en 2023, c'est 65 300 en France. Vous avez cité tout à l'heure le nombre de 160 000 victimes par an. Donc on est bien en deçà du nombre estimé de victimes par an dans les plaintes, première chose. Deuxième chose, on sait que 75% de ces 65 300 vont être classés sans suite. Et qu'à l'issue, il y aura seulement 3% de condamnation dans les 25% restants. Alors, là, je tape un peu sur mon ancienne institution, mais c'est le constat que tout le monde a fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, à la Civis notamment, dont je suis membre, on milite pour plus de moyens, mais aussi plus de formation et de sensibilisation, non pas que des personnels de la chaîne pénale, mais aussi en amont pour l'accueil de la parole de l'enfant correct, de manière à ce que les informations qui remontent au personnel d'enquête, que ce soit police ou gendarmerie, puissent être travaillées. Oui. Exactement. Je rejoins tout à fait Maître Constantino. Et encore une fois, il faut qu'on sorte encore de cette problématique de la parole contre la parole, c'est-à-dire que la parole de la victime contre la parole de l'auteur, et notamment pour des faits actuels. On a maintenant le numérique, qui est une aide indéniable dans les enquêtes. Et encore une fois, beaucoup de services ne s'en saisissent pas, faute de formation, faute de moyens d'analyse, des supports numériques, etc. Alors qu'on sait que 100% des individus qui commettent des faits physiques sur des enfants ont une activité pédocriminelle en ligne. Donc c'est une aide à l'enquête certaine. Ce peu de plaintes, ce peu de jugement au final de ces affaires impacte les victimes et visiblement ça crée là encore un choc supplémentaire du côté des victimes. Et pour aller encore plus loin que ce que vous disiez, moi je suis toujours très intriguée parce que j'ai suivi des centaines et des centaines de personnes en poste pénal et on fait assez régulièrement une enquête de crédibilité sur la parole des victimes. On n'en fait pas sur la parole des agresseurs. Donc ça veut dire que la parole des agresseurs est davantage crue que celle des victimes. Et souvent, ce que les victimes nous disent, c'est « je ne veux pas porter plainte parce qu'on ne me croira pas », ou bien « ça sera trop douloureux d'être confronté de nouveau à l'agresseur », ou bien « au vu des chiffres, il ne sera pas condamné et c'est une lourde procédure pour moi, onéreuse, et je n'ai pas envie de me lancer dans cette histoire ». Donc on entend souvent ce discours chez les victimes. La pédocriminalité en ligne, je vais vous redonner la parole. Et ensuite, vous nous direz ce que vous pensez de l'augmentation, évidemment, de la pédocriminalité en ligne, parce que c'est le cas. En quoi c'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, et pourquoi ça prend une telle ampleur aujourd'hui? Alors, ça prend une telle ampleur parce que Internet est maintenant entre les mains de tous, et notamment des enfants, qui sont ultra connectés dès le plus jeune âge. La dernière étude d'e-enfance qui est sortie il y a 10 jours atteste que 67% des 6-10 ans sont déjà en ligne, ont des réseaux sociaux, sont sur WhatsApp, etc. Donc en fait, ce sont des proies extrêmement facile, et les pédocriminels sont là où sont les enfants. Les enfants sont en ligne, les pédocriminels sont en ligne. Vous disiez tout à l'heure, 1 enfant sur 10 victime de faits de violences sexuelles. En fait, le Conseil de l'Europe, il y a de ça déjà quelques années, a établi
que sur le vieux continent, c'était 1 enfant sur 5 si on prenait en compte ce qui se passait au niveau du numérique. Donc, c'est pas 3 enfants par classe qui sont victimes, c'est 6 enfants par classe quand on inclut ce qu'on leur fait subir en ligne, ce qu'ils sont obligés de faire devant une caméra, etc. Et encore une fois, j'aimerais vraiment passer le message que la pédocriminalité en ligne, ce n'est pas un type de pédocriminalité. Internet est juste le moyen pour les pédocriminels d'avoir un accès facilité aux enfants, d'avoir un accès facilité entre eux. Et pour ça, je tiens à préciser qu'on ne parle pas de réseau. C'est la pédocriminalité. Les pédocriminels sont des individus. Ils sont très Il n'y a pas de pédosphère, c'est ce que vous nous dites. Ils sont très individualistes, justement pour garder leur anonymat, etc., ne pas se mettre en difficulté en ligne. Par contre, ils font communauté avec Internet, c'est-à-dire qu'ils peuvent discuter entre eux, s'échanger des bonnes affaires, les bonnes pratiques, faire en sorte de rester en toute sécurité sur tel ou tel réseau, et aussi ils peuvent échanger les moyens d'avoir des accès facilités aux mineurs. Donc savoir où ils se trouvent actuellement, quelle plateforme utiliser, quel phénomène mettre en place. Actuellement, on a une explosion de ce qu'on appelle la sextorsion, qui est le fait Là, il faut nous expliquer. Ouais. Exactement, qui est le fait de, après avoir obtenu un premier contenu sexuel de la part de l'enfant, pouvoir obtenir d'autres contenus ou une rencontre physique en faisant chanter l'enfant, en lui indiquant que s'il n'obtempère pas, et ben son contenu sexuel va être distribué, diffusé parmi tous ces contacts en ligne, sur Internet, etc. Donc, ils obtiennent de plus en plus de choses d'enfants de plus en plus jeunes pour avoir des rencontres physiques et d'autres contenus pédocriminels qui vont pouvoir échanger entre pédocriminels grâce à Internet. Et vous l'avez dit au tout début de cette émission, il y a de plus en plus de mineurs qui sont des agresseurs. Et il y a de plus en plus de mineurs. Par ce biais. Oui, alors pourquoi ? Parce qu'ils ont un accès très jeune à la pornographie. Donc ils ont un biais de construction psychosexuelle qui est avéré maintenant. Et donc ils ont de plus en plus besoin d'avoir accès à des contenus de plus en plus violents sexuellement. Et donc ils tombent très facilement sur des contenus pédocriminels. Ils vont les appréhender et ensuite ils vont exercer ce type de comportement sur des enfants dans la réalité. En 2024, l'année dernière, l'OFMIN a reçu 164 500 signalements de contenus pédocriminels échangés en ligne en France. Un chiffre qui progresse dangereusement. Que peut-on faire, que doit-on faire face à ce nouveau mode de pédocriminalité ? Là encore, et pardon de dire ça, parce que cette réponse est totalement bateau, mais elle est malheureusement tellement vraie. Il faut parfois les répéter, peut-être, ces réponses bateau. Il faut mettre là aussi des moyens qui soient des moyens considérables. Ouais. C'est-à-dire que l'OFMIN fait un travail extraordinaire, qui est presque miraculeux compte tenu du peu qu'ils sont. Oui. Mais ça n'est pas assez. Et confronté à ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays d'Europe, on est vraiment totalement à la traîne là-dessus. C'est-à-dire qu'il en faut beaucoup plus des agents derrière leur écran. Parce que vous avez dit combien de signalements, on ne va pas avoir la cruauté de demander combien ont été traités, parce que c'est impossible en fait de les traiter tous. On n'est pas du tout à la hauteur de la situation. De la même façon, la justice n'est pas non plus à la hauteur de la situation dans le traitement de ces affaires qui sont des affaires de détention, diffusion, etc., consultation d'images pédopornographiques, parce qu'elle n'entend pas, et elle n'entend toujours pas, que derrière ces images, il y a la réalité de ces enfants, et que ce sont des peines qui sont extrêmement légères, souvent des peines avec sursis. On n'arrive pas à prendre en considération le fait qu'il y a des passages à l'acte, bien sûr, parce que longtemps, la légende voulait que celui qui faisait ça sur Internet, en fait, ne passait pas à l'acte, ce qui est faux. C'est presque un cas sur deux. Voilà, parce que les chiffres ont fait la démonstration du contraire. Et dans votre reportage, il est fait mention de l'affaire qui a été plaidée à Vannes, c'est-à-dire de ce pédophile qui avait fait plus de 300 victimes, l'affaire Le Squarnec, avant d'être démasqué. Le Squarnec, en 2005, par le fait d'une
d'une action d'ampleur venue des États-Unis, est arrêté pour détention et on lui décerne une médaille, on lui dit rentrez chez vous, on a bien compris que tout ça n'est pas très grave. Voilà, et ça a donné ce que ça a donné. Puis j'aurais pu rajouter aussi que le fléau des images pédocriminelles générées par IA prend lui aussi énormément d'ampleur. Vous aurez le mot de la fin. Alors, oui, je voulais ajouter... La pédocriminalité concernant les victimes, sans doute avez-vous eu des victimes, peut-être des parents de victimes, pour témoigner de leurs difficultés à faire face à... On a malheureusement plus de 50% de nos patients qui sont d'anciennes victimes. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur les enfants qui regardent très tôt des vidéos pédopornographiques, puis pédopornographiques, et sur les agressions qui sont de plus en plus fréquentes dans les cours d'école. Et j'imagine qu'on a la même chose en France, mais en tout cas, il y a des enquêtes qui sont faites actuellement en Angleterre où des gamines dans les collèges disent « je n'ose plus aller aux toilettes », ou en tout cas, sauf quand j'ai 3 ou 4 amis qui peuvent m'accompagner et garder la porte parce que j'ai peur de me faire agresser sexuellement. Et se faire agresser sexuellement dans l'école, c'est juste quelque chose qui fait partie de la vie et il faut faire attention que ça ne nous arrive pas à nous. Je trouve que c'est impressionnant. J'ai une gamine de collège, des gamines de collège qui attestent de ça dans une étude anonyme. Ça sera le mot de la fin. Vraiment un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui. Vos réactions, ça sera sur hashtag débat doc. Merci à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset-Ekel qui m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec débat doc, même place, même heure, avec toujours son documentaire et son débat. À très bientôt.